Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la Ranjana syndicat exige que le salaire minimum soit porté à 10 dollars par jour, soit environ 45 000 arrières par jour, afin de permettre aux travailleurs de faire face à la hausse du coût de la vie. La hausse des salaires dans le secteur privé ne devrait pas non plus être inférieure à 31% par rapport à l'augmentation de 25% appliquée par le gouvernement précédent et au salaire minimum déjà en vigueur, en particulier par rapport au seuil de la pauvreté fixé par la Banque mondiale, selon les explications du secrétaire général du syndicat Ranjana, Barson Rakutmang. C'est Nour Irlande pour plus de détails. La CNTE, ou Conseil national du travail et de l'emploi, a chargé le ministère compétent et l'État de prendre une décision concernant l'augmentation des salaires dans le secteur privé, car les syndicats d'employeurs et les syndicats des travailleurs n'étaient pas d'accord, selon le SG de la Ranjana syndicale. L'accord sur le salaire minimum à Madagascar n'a donc pas été approuvé par la CNTE. Il a été annoncé sur les réseaux que ce salaire minimum sera appliqué à partir du début du mois de mars à hauteur de 300 000 arrières. Le salaire approprié pour un travailleur de catégorie M1 devrait être de 10 dollars par jour ou au minimum de 3 dollars par jour selon le seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale. Barson Rakutmang a confirmé que le gouvernement actuel devrait réussir à augmenter davantage les salaires du secteur privé que le gouvernement précédent. L'État a la responsabilité de résoudre la crise que traversent les entreprises et surtout de réguler le coût de la vie. Il a souligné que les travailleurs analphabètes mais physiquement actifs appartiennent à la catégorie M1. Le SG de Ranjana Syndicat a donc insisté sur le fait que le gouvernement devrait procéder à l'ajustement des types d'emplois classés pour bénéficier du salaire minimum ou M1. Et au total, 1701 comptes bancaires et 307 comptes mobile money ont été saisis par la RAI au cours de ces 2 dernières années, selon son rapport. Plus de 15 milliards d'arrières ont toutefois été restitués à leurs propriétaires après décision de justice. Détails sur les images de Yves Janel. Durant ces 2 années d'existence, la RAI a saisi 144 véhicules, 169 motos, 8 navires, 5 coques, 2 fonds de commerce, 250 tonnes de manganèse, 113 terrains, 53 maisons et 4 hangars. On compte également 1701 comptes bancaires et 307 comptes mobile money saisis. Les fonds contenus dans ces comptes s'élèvent à 144 milliards 260 millions 989 677 arrières. Il y avait aussi des comptes en euros d'un montant total de 954 590 euros et des comptes en dollars d'un montant de 140 512 dollars. Les montants déjà restitués aux propriétaires atteignent 15 milliards 136 millions 397 546 arrières, ainsi que 6 véhicules et 11 motos. Voici à présent la valeur des biens encore conservés à la RAI. 107 véhicules sur 144, 12 milliards 627 millions 776 000 arrières, 100 motos sur 169, 732 millions 550 000 arrières, 5 coques et 5 navires sur 8, 354 millions 448 159 arrières, 250 tonnes de manganèse, 104 millions 62 500 arrières, de l'or conservé à la Banque centrale d'un poids de 15,645 kg, 6 milliards 308 millions 177 237 arrières. Un appel d'offres sera lancé pour ces biens et les recettes issues de leur vente seront réservées à l'État. Selon toujours le rapport, la RAI fait encore face à diverses difficultés dans l'accomplissement de ses missions. Parmi celles-ci figurent la complexité de la sécurisation des biens saisis, la lenteur des procédures judiciaires, ainsi que les obstacles dans l'exécution des décisions de confiscation.
L'institution demande ainsi la mise en place d'une chambre de saisie et de confiscation des avoirs au sein de la Haute Cour de justice. Et dans les actualités sociales, la majorité des sinistrés se débrouillent presque seuls pour reconstruire progressivement ce qui a été détruit dans leur vie quotidienne, selon leurs déclarations. Les autorités, de leur côté, insistent sur le fait qu'elles ne restent pas inactives et disent déployer tous les efforts possibles pour venir en aide aux sinistrés. Cependant, selon les habitants touchés, la reconstruction des dégâts laissés par les cyclones Fiti et Jezani est encore loin d'être achevée. Jean-Claude Ndjamalal. Les campagnes ponctuelles menées par le ministère du Commerce et de la Consommation auprès des commerçants de Tuamasin après la destruction causée par Jezani n'ont pas suffi, selon les habitants, et l'augmentation du coût de la vie sur place n'a pas été totalement maîtrisée. Tous les sinistrés sont en difficulté, affirme-t-il, et il ne devrait pas y avoir de catégorisation car tout le monde est concerné. Tous les sinistrés de Tuamasin souffrent de cette hausse incontrôlée du coût de la vie. Par ailleurs, l'aide pour soulager les difficultés des sinistrés reste insuffisante. La reconstruction de la vie quotidienne à Tuamasin nécessite de grands efforts, mais la faiblesse du pouvoir d'achat des habitants rend difficile l'acquisition des matériaux de construction ou la simple recherche de nourriture pour les familles. Et toujours à Tuamasin, le prix des produits de première nécessité continue d'augmenter selon les habitants. Les commerçants profitent de la situation pour faire monter les prix et les habitants dénoncent l'aggravation des difficultés causées par la hausse des coûts des matériaux de construction. Jusqu'à présent, disent-ils, il n'existe aucune politique gouvernementale claire pour protéger les consommateurs. Toujours un reportage de Jean-Claude Ndjamalal. Les habitants touchés par les cyclones Fiti et Jezani vivent toujours dans des conditions extrêmement difficiles. Il est vrai que Madagascar a reçu de l'aide de pays partenaires, mais les sinistrés ne perçoivent pas d'amélioration concrète de leur situation selon leurs plaintes. Dans certaines régions, comme à Lochamangour et à Nalamang, peu de soutien gouvernemental est parvenu aux sinistrés. Des villages reculés de l'est de l'île n'ont reçu aucune assistance après le passage de Jezani, seules les grandes villes ayant été priorisées selon eux. À Nalamang notamment, les populations des zones défavorisées vivent encore dans des conditions très précaires. À Tuamasin, il faudra peut-être plusieurs mois avant que l'électricité revienne et il n'est pas encore certain de connaître la fin de la reconstruction de la ville. De nombreux foyers attendent toujours une aide gouvernementale pour pouvoir reconstruire leurs maisons et remplacer leurs biens détruits. Jusqu'à présent, beaucoup de sinistrés se disent orphelins et estiment ne bénéficier d'aucune protection. De leur côté, les autorités continuent de communiquer qu'elles déploient tous les moyens possibles pour obtenir de l'aide pour les sinistrés. Pourtant, les informations diffusées dans les médias donnent l'impression qu'aucun citoyen sinistré n'existe à Madagascar et que seules les relations internationales et la poursuite d'anciens responsables gouvernementaux sont au centre de l'attention du pouvoir en place. Quelle est donc réellement la priorité de ce gouvernement ? Les questions sociales restent sans réponse. La date des concertations nationales reste floue. Le plan de gestion du pays est encore incomplet. La pression internationale et les sanctions subies par Madagascar n'ont pas été résolues. Et pourtant, les dirigeants s'empressent de lier le pays à des accords internationaux délicats. Où en est réellement la réforme ? Quelle sera la place de Madagascar dans les relations internationales ? Et quel impact tout cela aura-t-il pour les Malagasy ? Le FIFBAMA, groupement des entrepreneurs malagasy, se dit prêt à soutenir et à promouvoir les petites et moyennes entreprises, selon sa nouvelle présidente Claudia Rabetzivo. Les PME constituent la base de l'économie nationale, mais elles font encore face à de nombreux défis pour se développer et élargir leurs activités, a-t-elle souligné. Andniana Martina Nzaranjeansu. Le renforcement de la place des entrepreneurs malagasy, notamment ceux qui débutent dans le secteur, figure parmi les priorités de Claudia Rabetzivo, nouvelle présidente de la FIFBAMA pour les 2 prochaines années.
Elle a insisté sur le fait que les petites et moyennes entreprises représentent environ 80% du cadre entrepreneurial à Madagascar actuellement et qu'il est essentiel de les mettre davantage en valeur. De nombreuses difficultés persistent pour les entrepreneurs en général. L'ensemble de ces problématiques fait partie des axes prioritaires de la nouvelle équipe dirigeante. Une attention particulière sera également portée aux entrepreneurs en région, notamment ceux confrontés à diverses épreuves, comme à Tuamasin, récemment touchés par le cyclone Gézani. La nouvelle présidente de la FIFPAMA a été officiellement présentée jeudi dernier. Elle est la première femme à diriger cette organisation en 55 ans d'existence. Les marchés se parent de 1000 couleurs en cette période estivale. On y trouve presque toutes les variétés de fruits, des aliments bénéfiques pour la santé, surtout lorsqu'on en consomme en quantité suffisante, conformément aux recommandations des professionnels de santé. Détails sur les images de Kevin Ravounerson. Les marchés offrent un spectacle agréable en cette saison d'été. On y retrouve une grande diversité de fruits, ananas, pastèques, pommes, poires, pêches, raisins, entre autres. Les fruits riches en eau sont particulièrement prisés durant les fortes chaleurs. Pour ce vendeur de noix de coco, le prix varie entre 2000 et 3000 arrières l'unité. Il écoule environ 200 noix de coco par jour. Au-delà de son effet rafraîchissant, la noix de coco présente également de nombreux bienfaits pour la santé. La banane plantain figure aussi parmi les produits les plus demandés auprès de cette commerçante en raison de ses vertus nutritionnelles. Au marché de Bypass, les fruits proviennent principalement des régions telles que Manakar, Tuamasin et Brickaville. La consommation de fruits est essentielle selon les recommandations du médecin et des spécialistes de la santé. Il est conseillé d'en consommer 5 variétés par jour. La saison estivale constitue d'ailleurs le moment idéal pour adopter ou renforcer cette habitude alimentaire. Les fruits peuvent être consommés sous forme de jus, en salade de fruits ou simplement nature. Il est toutefois important de bien les laver avant consommation afin de prévenir tout risque de maladie lié aux produits phytosanitaires utilisés lors de leur culture. Et puis les passionnés de voitures Renault, plus précisément les 4L, ont organisé un défilé à travers la ville d'Antirabé dimanche dernier. Cette initiative visait à démontrer au grand public que ces véhicules existent toujours, qu'ils sont parfaitement fonctionnels et qu'ils restent robustes, capables d'affronter la route sans difficulté. Cette journée a également été marquée par la création de l'association 110 4L Club, destinée aux passionnés, ainsi que par les élections des nouveaux membres de bureau. Jameson Rajanarman de Viva Antirabé. Les amateurs de la Renault 4 et de ses différents modèles ont sillonné la ville d'Antirabé avant de terminer leur parcours au lac Anjaïkib dimanche dernier. L'objectif était de prouver que la Renault 4, bien qu'existante depuis environ 65 ans, reste un véhicule fiable et toujours opérationnel. Les pièces détachées sont encore disponibles auprès de différents revendeurs. Cette occasion a également permis la création officielle du 110 4L Club pour les passionnés d'Antirabé, ainsi que l'élection des membres du bureau. Il est à noter qu'il existe aussi l'association R4 Mada Actif qui regroupe les passionnés à travers toute l'île. Pour terminer les actualités locales, une formation destinée aux futurs entraîneurs de gymnastique rythmique s'est tenue à Antirabé pendant 4 jours. Elle a été animée par un expert international de la discipline. Cette initiative vient compléter la visite et le partage d'expériences effectués l'an dernier par l'athlète malagasy de renommée internationale Tiara Rakutenirin auprès de la Ligue régionale du Vaknakarach. Toujours un reportage de Jameson Rajanarmanan. La formation s'est déroulée au gymnase couvert Piste Vatfoot à Antirabé durant 4 jours. Elle a réuni des participants souhaitant devenir entraîneurs en gymnastique rythmique, une discipline qui occupe une place importante dans le monde du sport. Un spécialiste de niveau international a assuré l'encadrement et dispensé les bases fondamentales nécessaires à la pratique et à l'enseignement de cette discipline.
L'objectif est de promouvoir davantage la gymnastique rythmique à Madagascar. Cette formation fait suite à la visite et au partage d'expériences réalisés l'année dernière par Tiara Rakutenirin. Au total, 13 stagiaires ont suivi cette formation, tous issus de Ligue régionale de Vaknakarach. Ils ont reçu un certificat attestant de leur participation et de la réussite à cette formation. Le directeur régional de la jeunesse et des sports du Vaknakarach a assuré que son service apportera un appui adapté pour soutenir ce type d'initiative sportive. À noter que la Ligue régionale d'Analamang a également bénéficié d'une formation similaire auparavant. Et passons à présent aux actualités internationales. Un très vraisemblablement, c'est la rue Pasteur qui a été visée à Téhéran, une rue importante parce que là se trouvent énormément d'institutions gouvernementales importantes. Il y a le palais du président iranien Massoud Pezeshkian qui a été visé également. Dans ce quartier se trouve le Beit Erabari, donc l'endroit où vit et travaille le guide suprême Ali Khamenei, qui aurait été déplacé dans un endroit sécurisé. Se trouve également le centre de commandement du renseignement des gardiens de la Révolution ou encore le siège de l'Assemblée des experts pour la direction ou encore le Conseil suprême de sécurité nationale. Donc vous l'avez compris, c'est un quartier stratégique pour la République islamique, un quartier où se concentre une très grande partie de l'appareil sécuritaire de la République islamique. Donc c'est pour ça qu'il a été visé ce matin. Donc on peut dire, en tout cas la presse iranienne indique ce matin qu'il y a une tentative d'élimination du président iranien Massoud Pezeshkian et donc potentiellement de Ali Khamenei. Alors la ville de Qom, c'est une ville très symbolique puisque c'est la ville où sont formés les religieux iraniens de la République islamique. C'est une ville très conservatrice. Donc effectivement, qu'entendent par là l'armée israélienne en parlant de frappes préventives, n'oublions pas le contexte dans lequel se déroulent ces frappes. Déjà, il y avait de très forts faisceaux d'indications hier soir sur des frappes imminentes de la part des Israéliens avec des mouvements, des déclarations faites aux Israéliens notamment pour se mettre à l'abri, des vols annulés, donc tout ce faisceau d'indices concordé pour indiquer qu'il y allait avoir des frappes imminentes. En tout cas, hier soir, Donald Trump disait encore qu'il n'avait pas pris de décision sur attaquer l'Iran ou non parce que viennent de s'achever le 3e round de discussion jeudi à Genève entre Iraniens et Américains. Le président américain n'est pas content de ces discussions pour l'instant parce qu'il a la sensation, sans surprise évidemment, que le régime ne fait pas de concessions sur le programme nucléaire. Et d'ailleurs, l'approche du président américain était assez naïve avant ces discussions puisqu'il avait émis le souhait que les Iraniens négocient leur programme balistique et aussi leur ingérence dans la région, ce qu'ils n'ont jamais voulu faire, même au moment de la signature de l'accord de Vienne en 2015. Donc là, les prochaines heures vont être cruciales. Est-ce qu'on bascule dans une guerre totale entre Israël et l'Iran comme au mois de juin dernier, la guerre des 12 jours qui s'était soldée par des frappes américaines sur des centrales nucléaires le 25 juin 2025, ou alors ce sont des frappes pour pousser les Iraniens à négocier leur programme nucléaire et donc à apporter des concessions au président américain. D'où la prochaine. Une demi-douzaine de missiles venant du nord sont allés frapper plusieurs endroits dans le centre de Téhéran, non loin des endroits où on n'a pas de précision plus exacte, mais des endroits qui sont proches de la résidence du guide suprême iranien et de la présidence iranienne, donc situés dans le centre de Téhéran, mais aussi apparemment un siège du ministère des Renseignements un peu plus à l'est. J'ai moi-même entendu les missiles passer au-dessus de mon immeuble, des missiles qui venaient du nord et pas de l'ouest. Alors on ne sait pas par quel moyen cela a été tiré, mais visiblement ce sont donc les lieux qui ont été touchés, ce sont des endroits qui sont proches de la résidence du guide suprême iranien, de la présidence, qui sont au même endroit, et un peu plus à l'est, le ministère des Renseignements qui est donc dans le sud-est de Téhéran.
Non, on n'a pas plus d'informations. On a juste entendu le bruit des missiles et puis les médias iraniens disent qu'il y a eu donc au moins 3 explosions dans le centre de Téhéran, sans donner plus de précision pour l'instant. Ils parlent de l'avenue Djomouri qui traverse d'est en ouest donc la capitale iranienne, et un peu plus bas de l'avenue Djomouri, il y a justement la résidence du guide suprême et la présidence iranienne. Non, pour l'instant, on a très peu d'informations. On voit de là où je suis, on voit des fumées s'élever, des colonnes de fumée s'élever vers le ciel, mais les médias iraniens ne donnent pas plus d'informations pour l'instant sur les endroits qui ont été visés et s'il y a des blessés ou des morts, sans doute, parce que les missiles ont survolé le quartier où je suis à une très basse altitude, et il s'agissait très visiblement de missiles assez puissants qui ont frappé le sol. Mesdames et messieurs, c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et bonne fin de semaine à tous.